Salut, bienvenue sur Mediapart. Depuis le 7 octobre 2023, près de 200 journalistes palestiniens sont morts à Gaza, tués par l'armée israélienne. Parmi eux, la photographe Fatma Hassouna. Fatem, comme on l'appelait, est morte le 16 avril dans le bombardement de sa maison avec plus d'une dizaine de membres de sa famille. Elle avait 25 ans, elle allait se marier et elle documentait inlassablement au péril de sa vie le massacre de son peuple alors qu'Israël interdit tout accès à Gaza aux journalistes étrangers depuis plus d'1 an et demi. Fatma Hassouna a été tuée quelques semaines avant la projection au Festival du cinéma de Cannes d'un film bouleversant qui lui est consacré, Put Your Soul on Your Hand and Walk, Mets ton cœur sur la main et marche. Ce documentaire est l'œuvre de la réalisatrice franco-iranienne Sepideh Farsi. Pendant 1 an, elle a filmé ses échanges vidéo avec Fatma Hassouna, ses yeux à Gaza. Elle est l'invitée de notre émission. Sepideh Farsi, bonjour. Bonjour, Rachida. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour cette émission conçue comme un hommage à Fatma Hassouna et à tous les professionnels de l'information morts à Gaza depuis le 7 octobre 2023. Des visages, pas des nombres. À Mediapart, nous les recensons un à un, Younes Abzouz tout particulièrement. Il réalise un travail titanesque, il est l'autre invité de notre émission. Salut Younes. Salut Rachida. Merci à toi également d'être là. Tu as ajouté Fatma Hassouna à la longue liste des victimes de l'État d'Israël. La veille de sa mort, Fatma Hassouna avait appris la sélection de votre film à Cannes. Film sélectionné par la CID, l'association du cinéma indépendant pour sa diffusion. Elle avait sauté de joie. Et pour l'une comme pour l'autre, une perspective réjouissante se profilait. Vous alliez enfin pouvoir vous rencontrer de visu après plus d'1 an d'échanges vidéo, loin des bombes israéliennes, en France, à Cannes, sous réserve bien sûr que Fatem obtienne un visa. On regarde la bande-annonce de votre film, un cri de liberté, un cri de résistance et un document historique sur l'anéantissement du peuple palestinien depuis plus d'1 an et demi. Where are you now? Gaza. This is my neighborhood. No one live here or there or there. There's no one. When the war started on October 7th, I was traveling around the world, presenting my last film that talks about a war I've personally experienced as a teenager in Iran. I decided to go to Cairo in order to cross through Rafah, but I couldn't because all the roads to Gaza were blocked. Instead, I started filming Palestinian refugees who were just arriving from Gaza. Through one of them, I came to know Fatem. I'm a photographer. Yes, I saw your photos. Meeting her was like a mirror held in front of me that made me realize how much both our lives are conditioned by walls and wars. You have many options to die here in the South Gaza. You can die by bombing or fear, starvation. Each of our conversations could be the last one, as Israeli bombs fall everywhere in Gaza all the time. I miss so much. Yeah, me too. So every time we connect, and I can see her face, it feels like a miracle. Sepideh, à l'aune de l'immense perte et absence de Fatem, comment abordez-vous cette nouvelle édition du Festival de Cannes ? Je ne sais pas, à vrai dire, ça va être... J'avais tellement cru au fait qu'elle allait être avec moi, je l'avais tellement espéré, enfin, porté cet espoir que... honnêtement, je ne sais pas. Je vais tout faire pour que sa voix, son sourire, son visage et ce qu'elle racontait, ses mots, traversent, que j'espère être à la hauteur pour les porter. Je vais aussi travailler avec ses photos. On va organiser une exposition de photos à Cannes. Il y aura des hommages rendus. Beaucoup de gens nous écrivent en disant qu'ils veulent voir le film avant même sa sortie. Comment est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut acheter avant qu'il sorte? Comment... Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie de découvrir ces échanges, ce moment. Elle, Fatem, justement, qui a
enfin, avec sa vie si fulgurante. Donc ces photos sont là aussi, voilà, ça m'aide à tenir. Je prépare l'expo. Vous voulez nous en montrer quelques-unes? Oui. Oui, celle-là, c'est une des premières qu'elle m'avait envoyée, déjà l'année dernière. Et c'était un centre culturel. Elle m'a raconté après. C'est une amie à elle, dans un centre culturel qui est devenu cette ruine, déjà au début de la guerre, hein, bien avant. En fait, nous, notre échange a vraiment démarré en parlant de ces photos. L'appel que vous avez vu au début du film, enfin dans la bande-annonce, c'est notre premier appel vidéo. Et dès le départ, elle m'a parlé de ces photos. Et dès le départ, je lui ai demandé, d'ailleurs c'était le projet, je lui ai dit, est-ce que tu partagerais tes images avec moi? Je voudrais que tu sois à mes yeux à Gaza, que tu me racontes ton quotidien. C'était oui tout de suite. Elle avait une telle envie de partager. C'est incroyable, à la fois son énergie, la générosité aussi. Il y avait une sorte de don. Elle m'a donné plein de choses. J'espère être en fait à la hauteur de porter ce qu'elle m'a donné. Ça, c'est Jabalia, je crois. Et donc, elle faisait avec ce qu'elle pouvait. Déjà, faire les photos, avoir de la mémoire. Elle avait perdu des photos les sauvegarder, les envoyer sans connexion, avec une connexion défaillante. Enfin, tout était un défi, quoi. Et... mosquée qui, voilà, ça va être vite de commentaires. à l'état de décombre, effectivement. Ouais. Ces photos se passent de commentaires, se passent oui. de légendes. Votre film mêle pendant près de 2 heures les appels vidéo avec Fatem, ses clichés et des extraits des journaux télévisés sur la guerre génocidaire que mène Israël depuis les attaques meurtrières du 7 octobre 2023. Cette rencontre lumineuse avec Fatem qui ne se départit jamais de son sourire éclatant, disons-le, même quand les yeux verts embués, elle vous parle de la mort de sa grand-mère, tuée dans un bombardement, grand-mère dont elle a hérité du prénom, Fatma. Racontez-nous cette rencontre, comment a-t-elle pu se faire? Je crois que vous étiez au Caire au départ, vous le dites d'ailleurs dans la bande-annonce, vous étiez au Caire... Vous espériez rentrer à Gaza? Oui, c'est ce que j'ai essayé de faire. En fait, je suis partie sur un besoin vraiment impérieux pour moi, personnel, pour chercher une réponse à une question, comment les gens vivent et survivent à Gaza. Et aussi chercher cette voix palestinienne, gazaoui surtout, qui manquait dans les infos. Là, on parlait à leur place, on annonçait les chiffres de morts, de blessés, de femmes, enfants, voilà, tant de membres de Hamas, tant de Palestiniens, jeunes, vieux, mais que des statistiques en fait. Et moi, je me disais, bon, on entend parler des victimes israéliennes, effectivement, on a le point de vue américain, point de vue européen, il est où le point de vue palestinien? Où sont ces gens dont on parle? Donc je suis partie à la recherche de ça. J'ai l'habitude de faire des films un peu à l'arrache, donc j'ai pris mes outils, je suis partie comme ça, sur un coup de tête. Évidemment, j'ai pas pu passer la frontière, c'était déjà... Et puis moi, je suis née en Iran, tout ça, enfin bon, ça facilite pas les choses. Même avec un passeport français, je passais pas. Du coup, un des Palestiniens que je suivais au Caire, qui venait de sortir de Gaza à la toute fin, avant qu'il ferme Rafah, il m'a dit, il y a une voisine, une amie qui est de mon quartier, qui est géniale, il faut que tu la rencontres. Et il me décrit la Fatem. Et moi, j'ai trouvé ça tellement, déjà, ne serait-ce qu'à la description de son amie, fascinant. Je dis, OK, banco, on y va. Donc, il nous met en contact. Et c'était le premier appel que vous avez vu. Et tout de suite, il y a eu un déclic. Je ne sais pas quoi, mais je ne peux pas vous dire. Mais c'était, mais j'ai envie d'aller en Iran. T'es iranienne. Et moi, et ça a démarré comme ça pendant un an. Fatem avait plusieurs rêves, celui d'intégrer une école photo en dehors de Gaza, celui de visiter plusieurs villes dans le monde. Elle parlait notamment de Rome et elle a parlé de Téhéran. Elle vous disait que c'était effectivement une ville qu'elle rêvait de visiter. Votre dernier échange remonte au 15 avril 2025. C'était pour partager la joie de voir votre film sélectionné à Cannes. Elle a été tuée le lendemain, le 16 avril.
Elle a été assassinée, Younes, par l'armée israélienne avec plus de 10 membres de sa famille dans le quartier d'Al-Toufa, au nord de Gaza. Ce n'est malheureusement pas la première fois qu'un journaliste meurt dans de telles conditions. De nombreux journalistes témoins de l'horreur à Gaza sont morts dans ces conditions-là, quand ils ne sont pas ciblés sur le terrain avec leur gilet pare-balles, leur casque, leur stylo à la main. Au total, près de 200 professionnels des médias sont morts à Gaza, selon les organisations internationales de défense des journalistes. Il y a Reporters sans frontières, il y a le CPJ, le Comité pour la protection des journalistes, sur lequel toi tu te bases, pour faire le décompte macabre, effectivement, mais nécessaire, pour pouvoir comptabiliser, et ce que vous disiez, donner un visage, humaniser les victimes palestiniennes. C'est un carnage, une tuerie jamais vue dans l'histoire de notre profession, tout conflit confondu. Est-ce que tu peux nous dresser un état des lieux ? Ouais, alors d'abord, le premier point, il concerne effectivement les chiffres, comme tu l'as rappelé, les décomptes diffèrent selon qu'on dénombre ou pas les blogueurs et les blogueuses, selon que l'on compte aussi les journalistes qui ont abandonné la profession en raison des risques. Voilà, le Reporters sans frontières dit qu'il y en a à peu près au moins 200. Le syndicat des journalistes palestiniens en dénombre 210 et le comité de protection des journalistes 180. Mais quel que soit le chiffre utilisé, en réalité, le constat est unanime. C'est un véritable carnage, c'est absolument inédit dans l'histoire de la profession. Jamais aucun conflit n'avait été aussi mortel pour la profession de journaliste, pas même les 2 guerres mondiales, ni même aucune autre guerre. À titre de comparaison, par exemple, si on prend la guerre en Ukraine depuis 2022, 17 professionnels de la presse ont été tués dans un pays qui est considérablement plus grand, l'Ukraine, et par une puissance, la Russie, qui est peu connue pour être soucieuse des droits internationaux. Et de fait, ce qui se passe à Gaza fait figure d'exception, et pas seulement à cet égard. Toutes les organisations de défense de la liberté de la presse estiment qu'elles n'ont jamais vu un tel acharnement à empêcher toute information de parvenir au monde. À Gaza, donc, tous les moyens sont bons pour recouvrir d'une épaisse chape de plomb les crimes israéliens. Tu as en tête l'histoire en particulier d'un journaliste qui t'apparaît comme étant emblématique de ce qui est fait. Oui, absolument. C'est l'histoire de Hassan Hamed, un journaliste palestinien de 19 ans, qui a été tué dans des circonstances absolument macabres et qui, je trouve, résume assez bien la barbarie dont fait preuve l'État israélien à l'encontre des journalistes, et pour empêcher toute documentation de la guerre génocidaire qu'elle mène à Gaza. Si tu me le permets, je vais lire le court portrait qu'on lui a consacré. Donc Hassan Hamed, qui est le 141e journaliste tué. Un homme muni de gants chirurgicaux vide sur une table le contenu d'une boîte à chaussures remplie de ce qu'il reste de la dépouille de Hassan Hamed. Des morceaux de chair que sa famille est parvenue à réunir. Plus tôt dans la journée, le journaliste palestinien de 19 ans couvrait l'incursion de chars et de troupes israéliennes dans le camp de Jabalia, au nord de la bande de Gaza, après une nuit de frappes intensibles. Un collègue ayant accès à son compte a publié quelques vidéos jusque tard dans la nuit. Au cours d'un ultime appel téléphonique à 6h du matin, Hassan déclarait à son ami, pétrifié de peur, « Ils sont là, c'est fini ». Quelques minutes plus tard, Hassan était pulvérisé par des tirs d'artillerie de l'armée israélienne. Selon les témoins, Hassan a été tué dans sa chambre à l'aube. Il n'y avait a priori aucun autre occupant dans l'immeuble où il était, donc jusqu'à très tard dans la nuit, et où en fait il envoyait des photos et des vidéos à son directeur de rédaction. S'agissant de son meurtre, évidemment, l'armée israélienne a été interrogée, a expliqué ne jamais, ou du moins ne pas avoir pour habitude de cibler des journalistes, et a ajouté ce commentaire. Forcément, quand on couvre une zone de guerre, ça comporte des risques. Sépidé, j'imagine que vous avez envie de réagir. Et comment est-ce que Fatem évoquait ces conditions d'exercice de photojournaliste? Elle vous en parlait? Elle avait peur? Que vous disait-elle? On en a parlé plein de fois. Elle se disait pas journaliste, mais plutôt photographe. Mais de fait, elle faisait un travail de documentation incroyable sur les crimes et exactions et ces massacres que commet l'État d'Israël. Peur, sans doute, elle avait,
par moment, j'imagine, mais devant moi, en caméra, disons, quand je filmais, ça ne sortait pas. Il y a d'ailleurs une conversation où, en fait, l'été dernier, à la fin de l'été, elle m'a envoyé une série de photos après un massacre avec ce gamin qui avec un jet d'eau, nettoie des choses qui semblent... Enfin, c'est encore aujourd'hui, après des centaines de visionnages, quand je les vois, je suis pétrifiée. Et j'ai pas pu, mon cerveau a bloqué. Je lui ai écrit le soir même, j'ai dit, mais... Est-ce que j'arrive pas à déchiffrer? Évidemment, j'avais déchiffré, mais je voulais quand même qu'elle me confirme. Elle me dit oui, il nettoie les restes de sa famille. C'est le dernier survivant d'une famille. Et donc, le gamin, il a quoi, 10 ans, avec un jet d'eau? Parce que là, il dormait là, en fait. Donc, le lendemain, on fait un appel vidéo. C'est le seul appel de nuit, d'ailleurs, du film. Parce que c'était rare qu'elle puisse se connecter en fin de journée. Et là, je lui pose la question, je dis, comment est-ce que tu te sens quand tu vas sur un site qui vient d'être attaqué? Est-ce que quand tu as l'œil au viseur, parce que moi, ça, je connais quand même pas, des moments où voilà, on est en danger, pas sous les bombes, j'ai jamais fait ça, mais le viseur, la caméra, en fait, donne une espèce d'inconscience ou d'insouciance. Enfin, on est tellement sur le sujet qu'on oublie le reste de ce qui nous entoure. Et elle me disait, oui, c'est vrai que j'y pense, parce que quand je vais sur un site qui a été attaqué, souvent Israël retarget, donc recible et rapidement. Et donc j'y pense, mais je me dis que, Fatem, il faut que tu documentes ça et il faut que ça circule. Et après, les gens voient la réalité et c'est à eux de regarder ou pas regarder. Et je pense que ces peurs, comme la mort d'ailleurs, on n'en parlait pas en face. Elle écrivait par ailleurs, elle envoyait des messages après, avant, mais pas en face de moi. Très souvent, le même argument revient de l'armée israélienne quand nous l'interrogeons. Elle affirme avoir ciblé des membres du Hamas, des terroristes, tout cela, je le dis entre guillemets, et je cite l'armée israélienne, et pris des précautions pour éviter des victimes civiles. C'est d'ailleurs ce qu'elle avance à propos de Fatma Hassouna. Elle ne l'aurait pas ciblé, elle et sa famille, mais un membre du Hamas impliqué, je cite, dans des attaques contre des soldats et des civils israéliens. Un mensonge pour de nombreuses personnalités et ONG, à l'instar de Francesca Albanese, la rapporteure spéciale des Nations Unies sur les territoires palestiniens occupés. Voici ce qu'elle a dénoncé sur le réseau social X. Je la cite, « Le crime de Fatma Hassouna a été de tenir la chronique du génocide à travers des articles et des photos percutantes, ce qu'un régime génocidaire ne peut pas permettre. » Je pense que... Vous êtes d'accord avec elle? Oui, parce que, honnêtement, dans une maison... l'appartement où elle vivait était au premier étage d'un immeuble. On était à un moment, à 1h du matin, le 16 avril. Est-ce que c'était lié à la sélection du film? Est-ce que c'est lié à son travail de photojournalisme? Je ne sais pas. Ça, il faudrait une investigation sérieuse pour tirer ça au clair. Mais... eux, ils disent qu'il y avait un membre du Hamas. On leur demande, mais qui était son membre du Hamas? Son frère avait 10 ans, Yazan. Mohamed avait 15 ans. Mohamed, 20 ans. Sa sœur était enceinte. Elle était peintre de métier. Elle était enceinte de 5 mois. Je l'avais vue la veille, justement, en vidéo. On avait parlé. L'autre sœur, les parents... Qui de ces gens-là était membre de Hamas? Qu'on nous le dise, enfin, franchement. Et puis même, quelles sont les précautions qu'on prend pour pas qu'un gamin soit tué, un gamin de 10 ans? Enfin, je pense que là, on marche sur la tête. Au moins une quarantaine de journalistes ont été tués en plein exercice de leur métier. La caméra, le micro, le stylo à la main. C'est le cas de Hossam Chabat, reporter pour la chaîne Al Jazeera Moubashir, le service arabophone de diffusion en direct de la chaîne Pan-Arabe. Il a été tué le 24 mars, et il a laissé un testament que ses confrères ont publié sur le réseau social X. Il commence ainsi: « Si vous lisez ceci, cela signifie que j'ai été tué, très probablement pris pour cible par les forces d'occupation israéliennes. » Younes Hossam Chabat dit avoir accompli son devoir de journaliste, tout risqué pour dire la vérité. Plusieurs enquêtes ont eu lieu ces derniers mois et révèlent comment Israël cible délibérément les journalistes palestiniens. Je pense notamment au travail de Forbidden Stories. Est-ce que tu peux nous détailler ces enquêtes et leurs conclusions ?
Oui, bien sûr, aujourd'hui, il y a une masse de preuves suffisantes qui permettent de dire que oui, Israël tue délibérément des journalistes. Ce que a montré notamment Forbidden Stories à travers une enquête assez longue et détaillée, c'est que, par exemple, l'armée israélienne cible particulièrement les journalistes dronistes, ceux qui opèrent des drones. Pourquoi ? Parce que les drones permettent de cartographier l'ampleur des désastres à Gaza et aussi de montrer ces désastres à une échelle humaine. Et effectivement, Forbidden Stories s'est entretenu avec des soldats israéliens, donc des sources internes, mais a aussi consulté des documents internes. Et ce que tous ces éléments-là montrent, c'est qu'il n'y a pas en tout cas les consignes qui découlent jusqu'aux soldats israéliens qui sont en charge de déterminer les cibles. Il n'y a pas de distinction, en tout cas les consignes n'invitent à ne faire aucune distinction entre les combattants et les journalistes. La consigne est simple, si vous voyez un drone, vous ne cherchez pas à comprendre qui en est l'opérateur, vous l'abattez, et si possible, son opérateur avec. Il n'y a pas que ça, il y a aussi la manière dont Israël peut tuer délibérément des journalistes qui portent, comme tu l'as dit tout à l'heure, l'insigne presse. J'ai par exemple en tête le 25 octobre 2024, dans un village de vacances au sud Liban, où résidaient 18 journalistes, y compris parmi eux des journalistes de la presse internationale. Une frappe a visé ce village de vacances. 3 journalistes sont morts. Israël a justifié cette frappe en expliquant qu'elle avait visé une structure militaire du Hezbollah. Une enquête sérieuse de Human Rights Watch, du Guardian, a démontré que non seulement il n'y avait pas de structure militaire, qu'aucun combat n'avait lieu avant ou pendant la frappe, et encore que y avait, en fait, on a retrouvé aussi sous les décombres une voiture estampillée presse. Et puis pour terminer rapidement, il y a les crimes que Israël commet, il y a aussi ce qu'elle met en œuvre pour assurer son impunité. Forbidden Stories a par exemple aussi montré que les officiels, les autorités israéliennes et le ministère de la Justice en tête avaient développé tout un tas de stratagèmes pour faire couler toute tentative d'enquête de la part de la justice internationale, la Cour pénale internationale notamment, ce qui est notamment en s'appuyant sur le principe de complémentarité. En fait, ce principe, il dit quoi ? Il dit que lorsqu'une enquête est menée sur des faits, dans un pays, dans un tribunal national, pas un tribunal national, la justice internationale ne peut plus s'en saisir. Et en fait, c'est ce que fait souvent l'armée israélienne. Elle instrumentalise les procédures internes. Chaque fois qu'un journaliste est tué, elle dit ouvrir une enquête. Sauf que ces enquêtes sont généralement artificiellement enlisées. Le taux d'élucidation, il dépasse à peine 1%. Pour seul exemple, par exemple, de 2001 jusqu'à la guerre actuelle, il y a eu 20 journalistes qui ont été tués. Aucune personne n'a jamais été inculpée. C'est un mot qui revient souvent quand on échange avec vous, Sepideh, c'est le mot impunité. Oui. Fatem, vous confiez sa peur. Chaque conversation pouvait être la dernière. Comment vous vous y prépariez chacune ? Elle, je ne sais pas, ça c'était ma peur à moi. Elle, non, elle était tellement pleine d'énergie et bourrée d'optimisme, je dirais. En fait, je suis certaine qu'elle pensait à la mort. Ces textes le montrent. Mais en fait, on s'appelait quand on pouvait, voilà, pour le dire simplement. Parce que les connexions étaient tellement aléatoires que... et moi, je voulais tout filmer. Donc, il fallait une connexion assez stable quand même pour faire une vidéo. Et on le voit dans le film, comment on a souffert. Elle me disait, tu souffriras avec moi. Je pense encore, moi, je suis souriante. C'est terrible. Donc, on se préparait pas. En fait, moi, j'avais mon matériel à portée de main tout le temps. Et dès qu'elle me faisait signe, alors il y avait des horaires, donc vers la fin d'après-midi, ça se gâtait. Souvent, la soirée, il n'y avait pas de réseau. Et puis, elle ne pouvait pas se déplacer, c'était dangereux quand il faisait nuit. Donc, du coup, les conversations, en général, c'était la journée. Ou l'après-midi, en début d'après-midi, c'était
fallait qu'elle marche, qu'elle fasse 1 heure de trajet à pied pour aller chez quelqu'un, souvent chez une amie, parfois ailleurs, pour avoir du réseau, pour m'appeler. C'était quand même tout un... Ou alors m'envoyer des photos, c'était pareil. C'était quand même... un défi quotidien. Bah, oui, tout, quoi, tout. Et au risque d'être, ciblé, tué. Ciblé, tout ça. Même au début, en fait, elle disait que pendant des mois, ils n'étaient pas sortis de chez eux parce qu'il y avait des snipers sur les immeubles au nord de Gaza. Bon, dans un deuxième temps, les snipers étaient partis. Alors là, c'était journaliste, pas journaliste, c'était tous les gens qui passaient. Donc en fait, pendant des mois, ils étaient terrés chez eux. Ça, c'était le début. Quand moi, je l'ai appelé la première fois en avril, fin avril l'année dernière, c'était déjà... Bon, les déplacements étaient plus possibles, disons. C'était moins dangereux, il n'y avait au moins pas de tireurs d'élite. Mais après, tout y allait, quoi. C'était l'imprévisible. Et je crois qu'on se préparait, plus que la peur, avec une joie. Et c'était réciproque. On était, je sais pas... j'adorais les moments, et elle le disait aussi, que pour elle c'était important qu'on parle, voilà, elle me disait I miss you so much. Enfin, oui, c'était une vraie respiration, ça se voit et ça s'entend effectivement ça se voit dans le sourire éclatant, comme je le disais, puis ça se voit aussi dans les échanges et la joie que vous aviez de vous retrouver. Fatem disait de son appareil photo qu'il était une arme, elle vous l'a souvent répété, cette idée. Comme dans cet extrait inédit qui ne figure pas dans le film, mais que vous nous offrez, on va regarder un extrait. I always told my friends, my camera, it's like a weapon. When you up it, so it's like when you up your weapon also. Yes. When you shoot, yes, you also shoot. Yes. Oh. I think that's why they call it shooting. I mean, you know. Yes. Sa façon à elle de parler de son travail et avec une telle clarté aussi, comme elle... moi j'ai découvert dans un deuxième temps évidemment ces photos puisqu'elle m'en a envoyé plusieurs centaines. Elle disait jamais, en fait, elle disait j'ai fait des photos à Jabalia ou j'ai fait des photos à tel endroit, à Al-Toufa ou au bord de la mer. Et puis il y avait, dès qu'elle avait une connexion, elle lançait et je recevais. Et là, c'était évidemment c'était pour le film, mais depuis le début aussi notre projet c'était de faire une expo ensemble. Enfin que moi je l'organise pour elle, quoi. Elle a été tuée le 16 avril, comme je le disais, le jour où, hasard du calendrier, plus de 200 journalistes français se sont mobilisés à Paris et à Marseille pour rendre hommage aux 200 journalistes palestiniens tués à Gaza depuis le 7 octobre. Ils se sont couchés au sol avec des faux gilets pare-balles tachés de sang pour que l'on ouvre les yeux sur ce carnage inédit dans notre profession. On regarde des images. Yahya Abou Mana, Mohamed Al-Qara, Moussa Al-Barj, Ahmed Fatima, Khamis Salim Dib, Jamal Haniye, Asim Al-Barj, Abdelkarim Aouda. Younes, c'est une mobilisation inédite de la profession jusqu'ici, mais une partie d'entre elles continue de rester muette face à la tuerie. Tu peux nous expliquer les raisons de ce silence ? Ouais, je pense qu'il y a plusieurs raisons, évidemment. Effectivement, c'est une réaction peut-être un peu tardive, mais qui a le mérite d'exister. Et puis, c'est certain, enfin, quand on regarde un peu l'ampleur de l'hécatombe, enfin, je crois que la profession a encore du mal à saisir à quel point en fait la profession de journaliste, la possibilité même d'exercer ce métier est menacée, pas seulement pour les journalistes palestiniens, mais aussi pour nous. Enfin, nous, aucun d'entre nous n'a pu se rendre en Israël, et je crois que le sentiment qui domine dans certaines rédactions, chez certains journalistes, c'est qu'au fond, les journalistes palestiniens sont pas vraiment des journalistes. Il y a évidemment une forme de racisme à leur égard. Moi, j'ai le souvenir d'un tweet qu'avait écrit Géraldine Vosner, donc une journaliste du Point, qui disait vous parlez de journalistes palestiniens, mais c'est un concept occidental. Vous collez un concept occidental sur une réalité qui n'existe pas. Autrement dit, il n'y a pas de journalistes palestiniens, disait-elle. Et oui, ça dit beaucoup du racisme qu'ils subissent. Enfin, je veux dire, il faut rappeler quelques évidences d'abord, et aussi
nous, ce qu'on nous a aussi beaucoup reproché quand on a fait ce mausolée, c'est qu'on nous a dit, voilà, vous vous rendez hommage à des journalistes du Hamas ou du djihad islamique. Et effectivement, le djihad islamique et le Hamas ont des médias. Sauf que, voilà, on sait, ce sont des organisations considérées comme terroristes, mais ce sont aussi beaucoup plus que ça. Le Hamas, c'est une administration qui a légitimement en fait, des médias, et il y a des journalistes qui travaillent dans ces médias. Et le droit international est clair à ce sujet. Un journaliste reste un journaliste considéré comme un civil dès lors qu'il ne participe pas au combat. Et en l'occurrence, Israël n'a jamais apporté la preuve que ces journalistes participaient au combat. Sepideh, Fatem, vous disiez que le monde ne fait pas assez pour la Palestine, pour Gaza. Vous la rassuriez comment quand elle vous disait cela? Est-ce que vous y parveniez? Elle, je crois, elle était plus clairvoyante que moi. Moi, j'essayais de rester ou de garder un optimisme. Je me souviens que à chaque fois qu'il y avait une manif, quand j'allais à des manifs, que ce soit Paris, Montréal, là où j'étais, je participais à des manifs, même à New York, j'en avais fait, je lui avais envoyé les photos ou des vidéos, et elle était à chaque fois étonnée, elle disait, mais les gens pensent à nous. Ça, c'était la première chose qu'elle disait. C'est incroyable, le monde parle de nous. Et c'était très important pour elle. Et après, effectivement, à d'autres moments où il y avait quand même comme un creux de la vague, elle disait, mais c'est pas assez. Et c'est vrai, c'est pas assez. Là, aujourd'hui, je veux dire, j'ai reçu un message hier soir, ça m'a empêché de dormir la nuit, d'une amie très proche de Fatem. Je lui ai demandé de ses nouvelles, et elle me dit, j'ai la tête qui tourne, on n'a plus assez à manger, on mange qu'une fois par jour. Je veux dire, il n'y a plus de nourriture. On laisse les gens crever de faim. Si c'est pas des balles, c'est par la faim qu'ils vont crever à Gaza. Et là, on est là en train de dire, c'est des journalistes, c'est pas des journalistes, c'est des civils, c'est des membres du Hamas, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi comme raisonnement. Et donc, c'est pas assez ce qu'on fait, en fait. Comme le souligne la tribune publiée dans Mediapart de la prix Nobel de la littérature Annie Ernaux, de l'écrivaine Dominique Eddé, de l'historienne Sophie Bessis et de l'ancienne ministre de la Justice Christiane Taubira, l'État d'Israël, gouverné par son extrême droite, est en train d'exterminer un peuple et de dépecer le Moyen-Orient. Depuis le 2 mars, soit plus de 2 mois, plus rien n'entre à Gaza. Tout est bloqué, l'aide humanitaire, les médicaments, le carburant et même la nourriture, en violation flagrante du droit international. C'est le plus long blocus total qu'ait jamais connu Gaza. Plus de 51 000 Palestiniens ont été tués par les bombardements depuis 1 an et demi, sans compter l'autre guerre d'Israël en Cisjordanie, où plus d'1 millier de Palestiniens ont été tués et où l'annexion s'accélère en toute impunité. Tous les matins, sous les bombes, les missiles, les drones, Fatem se lève et se dit « vie ». Elle vous raconte la faim, la famine, la peur, la maladie. Il y a un passage terrible où elle vous dit qu'elle a réussi à trouver un paquet de chips et on voit la joie que c'est pour elle de pouvoir manger quelques chips et de les partager avec sa famille. Elle vous dit qu'elle rêve d'un carreau de chocolat, d'un bout de poulet. Votre film, en cela, est exceptionnel aussi parce que c'est un document sur l'écrasement du peuple palestinien depuis plus d'1 an et demi. Est-ce que ça, au départ de votre démarche, vous étiez animé aussi par ce souhait-là, de produire un document pour l'histoire, pour documenter ce qui se passe à Gaza et ce qui est aujourd'hui, finalement, qui se joue sous nos yeux en direct, même si on est interdit de territoire, nous, journalistes étrangers? Moi, en tant que cinéaste, je suis animée d'abord par ce qui m'obsède et m'émeut. En l'occurrence, la résistance et la résilience du peuple des Palestiniens à Gaza. C'est là-dessus que je suis partie. J'ai découvert une telle dignité chez Fatem, qui était mon interlocutrice. Après, j'en ai rencontré plein d'autres, mais essentiellement elle qui a été vraiment mon miroir pendant cette année. Évidemment, c'est un document qui est un document historique aussi, mais avant tout, c'est un film, je crois, un document pour leur rendre leur humanité. Ce sont des gens qui... Enfin, quand elle m'a dit, moi j'ai pris ça comme une claque, et en même temps, à chaque fois que je le regarde, en même temps je me dis, mais cette fille, à l'époque elle avait 24 ans, comment est-ce qu'elle peut parler comme ça? Elle dit, ils ne peuvent pas nous vaincre, et je lui dis,
comment ça, ils ne peuvent pas vous vaincre? Elle dit, parce qu'on n'a rien à perdre. Et d'en être là, de parler comme ça à l'âge de 24 ans, c'est dire combien de résilience, de fierté et de clairvoyance aussi, parce que c'est vrai, enfin, on leur a tout pris. Ils ont rien d'autre que leur vie. Elle avait l'âge de votre fille. Est-ce que cela, j'imagine, a provoqué en vous aussi une résonance toute particulière? Oui, oui. Oui, et puis en même temps, on était un peu comme des... Oui, plus que mère-fille, c'était un rapport entre deux femmes, deux amies, deux personnes obsédées par l'image, je vais dire, hein, voilà. Et qui parle sororité, oui. Et qui prononce ce mot à plusieurs reprises dans le film. D'ailleurs, vous parlez de Nawel, la grande féministe égyptienne, Nawel El-Saadawi. Vous parlez également de Virginia Woolf, ou encore la photographe Lee Miller. Oui. C'était important aussi. C'était aussi une histoire de transmission entre deux femmes que des kilomètres séparent. Qui ne vivent pas la même vie. D'ailleurs, il y a ce décalage. Je vais vous questionner là-dessus parce que ça m'a interpellée. Je me suis dit qu'il y avait un décalage entre votre quotidien à vous qui est fait de voyages liés à votre métier de cinéaste, qui est dans le confort qui est le nôtre ici, à Paris, en France. Et puis, on voit votre chat. Et puis, le quotidien de Fatem, qui lui est une extrême violence. Comment vous avez géré ce fossé et comment vous avez fait aussi en sorte de ne pas risquer l'indécence? Parce qu'il n'y a absolument rien d'indécent dans le film à ce sujet. Ouais, ça a été de longs moments de réflexion hors caméra et en filmant, et puis pendant le montage. Comment partager ou ne pas partager? En fait, d'abord, la question s'est posée là, en fait. Je me suis dit, au début, j'avais vraiment... honte, quoi. Et je me sentais coupable de vivre la vie que je mène, qui est une vie un peu normale, hein, c'est pas non plus... mais malgré tout, comparé à ce qu'elle pouvait faire, c'est quand même extraordinaire. Donc, celle qui, pendant toute sa vie, n'a pas pu mettre les pieds en dehors de Gaza, pas une seule fois, qui a rêvé de voyager. Et ça, je connais. En tant qu'Iranienne, moi, j'ai vécu ça jusqu'à mon départ d'Iran. J'ai vécu ce truc des frontières fermées, de pas de passeport, d'être en prison, de pas pouvoir sortir, d'aller nulle part. Il y a eu quelques années noires, et puis ça continue d'ailleurs en Iran. Là, on n'est pas sorti de l'auberge. Mais je veux dire que... Donc j'ai essayé, à un moment, je me suis dit, mais ça sert à rien de cacher. De toute façon... ça se voit que je change de lieu, etc. Si je voulais filmer, il fallait le faire honnêtement. Donc à un moment, je lui ai dit aussi, en parlant, j'ai dit j'ai honte, je me sens, et elle me dit non, tu es là à mes côtés. Plein de fois, elle me l'a dit. Et ça suffit. Et je veux savoir où tu es, je veux que tu me partages tes images. Donc elle me disait, envoie-moi encore, même quand on filmait pas, des photos de mes voyages. Elle voulait savoir où j'étais, comment, et puis avec énormément de désir et d'envie. Puis après, c'était un dosage, c'est une question de dosage, de quelle façon. Et moi, je me disais, voilà, les chats, ça va lui apporter aussi quelque chose de... Je sais pas, d'abord de mon quotidien, et puis après de ce qu'elle peut peut-être pas voir dans ces tas de ruines qui l'entourent, parce qu'elle en avait marre. Il y a eu des moments où elle a quand même flanché. Tout à fait, on voit des grands moments de tristesse, de dépression. Ouais. Et ça, pour moi, mon rôle, si j'avais quelque chose à donner à elle qui m'offrait tellement de choses, c'était de lui apporter un peu de lumière de l'extérieur du monde, un courant d'air frais, une image, un bout de musique, un poème. Et c'est comme ça qu'on échangeait, en fait. C'était... des échanges d'égal à égal. Et en ce sens-là, je pense que cette question de culpabilité, je l'ai laissée derrière moi, très vite. Et elle vous dit d'ailleurs, je veux la même vie que toi. Ouais. C'était aussi en vous, elle se projetait dans une vie qu'elle rêvait, mais aussi dans ce qu'elle disait comme étant la normalité. Elle disait, je ne vis pas... vous avez une discussion autour de ça, de la normalité, c'est-à-dire qu'elle vous dit, ma vie à Gaza, ce que je vis, ce quotidien d'extrême violence, c'est la normalité. Et vous lui dire, non, c'est pas la normalité, c'est pas ça, c'est pas normal. C'était quelque chose qui vous perturbait. Mais
De grandir, en fait, je lui ai posé la question et elle me dit, elle, dans son cas, c'était à 9 ans qu'elle avait vu la guerre pour la première fois. Est-ce que c'est normal, ça? C'est-à-dire qu'un enfant de 9 ans voit des bombes de phosphore, la phosphore blanche qui est jetée, c'est de ça qu'il s'agissait. Moi, je l'ai interrogée, elle m'a dit, parce qu'en fait, une autre fillette palestinienne au Caire, elle avait 6 ans, elle. Quand elle m'a raconté ça, j'en revenais pas. Son grand-père est mort. Moi, je l'ai filmé, la famille, hein, pas le grand-père, je les ai connus après. Et ça me trottait dans la tête. Un jour, je demande à Fatem, je dis, mais est-ce que tu l'as déjà vu? Elle me dit oui. Elle me dit quand? À Jabalia, et qu'elle avait 9 ans. Et de ses 9 ans jusqu'à sa mort, en fait, elle est passée de guerre en guerre. Est-ce que ça, c'est normal? Younes, il y a un an, nous étions dans ce studio avec un journaliste, photojournaliste palestinien, Motaz Azaïza, qui est aujourd'hui exilé, que vous devez connaître, j'imagine, Sepideh. Motaz Azaïza nous posait une question. Et si les personnes qui crevaient sous les bombes israéliennes étaient des personnes blanches? Il nous posait une question, il nous posait la question... plus que du double standard, la question du racisme que tu as déjà évoquée. On écoute un extrait de cette émission. It's been more than 243 days in the world just watching. No one can stop Israel from doing anything. Why? If this was happening for a white people, this will be the same. Ukraine got billions of dollars, a lot of military aids, a lot of support from the West, from every country. And because, yeah, they got under occupation. Russia invaded Ukraine, so the world helped Ukraine. You think there is double standard? It's just one standard, it's not a double standard. The West standard. They don't even think about us. But when it comes to us, they drop some food aid from the sky, killing the people who are waiting for it because it's so heavy, and they failed. They failed throwing even the food aid and killed some people. And this is what we can believe for Palestinians. So why? Till when? Giving billions of dollars for Israel, giving a lot of weapons, missiles, jet fighters, everything for Israel to kill us, to kill people who don't have even a military. And then we are the terrorists. Sepideh, vous l'aviez vu cette émission? Non, je connais Motaz, Aziza, mais je ne l'avais pas vu, mais il a tout à fait raison. Je dis la même chose. Est-ce qu'on aurait réagi de la même manière si il s'agissait des gens d'une autre nationalité, d'une autre religion, d'une autre langue? Est-ce que ça aurait été la même impunité? Younes, tu as envie de réagir? On a été amené à écrire dans Mediapart beaucoup là-dessus, sur ouais, bien sûr. ces vies qui ne valent pas, qui n'ont pas la même valeur. C'est ce que disait Sepideh tout à l'heure, effectivement. Enfin, les vies palestiniennes, on les connaît essentiellement aujourd'hui à travers des statistiques, voilà, désincarnées, complètement désincarnées. Et nous, justement, l'objectif qu'on s'était fixé quand on a pris la décision de mettre au point ce mausolée, c'était de raconter les histoires, de redonner un peu de l'humanité à toutes ces personnes qui ont été tuées. Et c'est certain que quand on regarde, qu'on fait la comparaison pendant le 7 octobre, toutes ces vies-là, elles ont été racontées. Enfin, cette tragédie-là, on se souvient du festival de musique, on a raconté la vie détruite de ces jeunes adolescents, ces jeunes adultes. Et c'était nécessaire. Et c'était absolument nécessaire. Mais aujourd'hui, ce qu'on constate à Gaza, c'est pareil, c'est des vies qui sont détruites. C'est des gens qui n'ont jamais vu l'extérieur de Gaza, qui vivent en fait dans une prison à ciel ouvert. L'exil a été pour Motaz Azaïza un moyen de sauver sa peau et celle de sa famille. Sepideh Fatem, elle y pensait à l'exil. Elle vous en parle d'ailleurs, il y a plusieurs extraits dans le film où elle évoque ce désir-là, tout en se disant « je dois aussi rester à Gaza, je dois rester aux côtés de mon peuple pour témoigner ». Oui, on en parlait de l'exil, mais sauf peut-être à exprimer son désir de voyager dans le monde, elle disait toujours « je dois rentrer à Gaza après. Mon Gaza a besoin de moi ».
elle disait. My Gaza needs me, et il faut que je revienne pour rester là. Et puis aussi, la veille de sa mort, c'était notre dernière conversation, elle m'a dit je viendrai pour le festival, mais je vais rentrer à Gaza après. J'ai dit, t'as pas peur? Moi, j'ai un peu peur. Maintenant, le film va être vu. Elle me dit, non, j'ai pas peur. Et puis, eux, ils veulent que nous, on parte. On va rester là, on va garder notre terre. On n'a pas d'autre terre, on n'a que Gaza. Fatem n'était pas seulement une photographe talentueuse, elle était aussi une poétesse, elle était aussi chanteuse. J'aimerais que nous terminions cette émission par la lecture d'un de ses poèmes. Je signale au passage cet excellent travail qui vient de paraître aux éditions Almanar, Palestine en éclats, la première anthologie de la poésie palestinienne féminine contemporaine, dans lequel on aurait pu retrouver la poésie de Fatem et qui montre encore une fois combien la poésie est un élément fondamental en Palestine du quotidien. C'est un recueil qui est réalisé par la poétesse palestinienne Nida Younes. Il a été traduit par l'écrivain algérien Mohamed Kassimi en français. Sépidé, je vais vous demander de lire le poème que vous avez choisi de Fatem, et je pense que vous êtes la personne la plus à même de nous faire cadeau de cette lecture. Peut-être vous pouvez nous dire aussi comment s'intitule ce poème et pourquoi vous l'avez choisi, mais je crois qu'il n'y avait pas de titre. En fait, elle m'envoyait des textes, des poèmes. Certains avaient des titres, celui-là n'en avait pas. Après, j'ai retrouvé dans ce qui est sorti après sa mort, un peu comme un texte testamentaire, des bouts qui se référaient à ce texte et qui s'adressait à Dieu, à son Dieu, dont on parlait souvent, nous, parce que je la prenais à partie un peu gentiment en disant, bon, si ton Dieu est si miséricordieux, demande-lui pourquoi il a déclenché cette guerre et pourquoi il ne l'arrête pas, s'il peut tout ce que tu dis. Et donc, elle s'adresse à Dieu, mon Dieu, qui donne aux gens fatigués cette mort, leur réconfort, n'est-ce pas? Toi qui as envoyé la lumière sur le chemin de la réalisation. Et c'est vous qui nous avez appris le chemin du cimetière? Et vous ordonnez que les choses se passent entre nos mains, et vous nous prenez, et vous nous donnez. Mon Dieu miséricordieux, accorde-moi une fin étonnante, plus haute que ma vie. Accorde-moi une mort, ou un Dieu digne des larmes d'organes sur la neige. Accorde-moi une vie après laquelle je ne cherche pas à m'échapper, et un salut après lequel je le ferai. Ne trouve aucune issue. Mon Dieu, qui donne au cœur aux amoureux, qui donne ses cœurs aux amoureux. Accorde-moi un cœur dans lequel bougent les pas des amoureux et une nuit qui ne finit que sur la poitrine d'un amoureux. Merci Sépidé Farsi de maintenir vivante Fatem, pour ceux qui la connaissaient, Fatma Hassouna, photographe palestinienne. Merci de le maintenir vivant également, ses photos, ses mots. De ne pas la laisser être une brève dans un flash info, ce qu'elle redoutait, d'être un chiffre qu'on enterre. On vous souhaite aussi beaucoup de courage et de force dans ce qui est aussi une épreuve pour vous. Et merci à toi, Younes, pour ton travail et pour ta présence aujourd'hui dans cette émission. On continue de te lire dans Mediapart. Merci encore à Fatma Hassouna pour cet immense legs. Elle disait ceci: « Je veux que mes photos vivent pour toujours, que ni le temps ni l'espace ne puissent les enterrer, que le monde entier ne puisse pas fermer les yeux devant la souffrance des miens. » Merci à tous de nous avoir suivis sur Mediapart. N'oubliez pas, cette émission en accès libre n'est possible que grâce à vos abonnements. Alors si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous.